Très chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Autour du savoir. C'est un honneur, c'est un réel plaisir pour nous de recevoir ces plateaux de Safety Télévision. Monsieur Benjamin Pegnekue, docteur, je tiens à rappeler, il est membre de l'UDPS et ancien candidat gouverneur de la province de Sud-Ubangi. Bienvenue. Merci. Avec lui, nous allons parler de la gestion, la situation de la pandémie de coronavirus en République démocratique du Congo et surtout ici dans la ville-province de Kinshasa. Docteur, aujourd'hui, comment est l'évolution de Covid-19 en République démocratique du Congo? Bon, aujourd'hui, nous sommes passés de 1 ou 2 cas. Aujourd'hui, nous sommes à 332 cas qui sont déclarés positifs. Il y a aussi 25 décès, ça c'est le bilan d'hier. On a aussi 27 guéris. C'est un peu de façon générale les chiffres qui évoluent aujourd'hui. Mais il y a plus de cas et par rapport au nombre de guérisons, comment expliquez-vous cela? Non. Le problème est que, vous voyez, la guérison n'est pas... ce sont des pathologies qu'on peut dire qui sont un peu chroniques, au-delà de 2 semaines. Mais chaque jour, il y a des détections qui se font. Au fur et à mesure on avance, il y a des détections. Mais la guérison peut être un minimum de 3 semaines. Ce qui fait que les cas s'ajoutent. Et c'est logique que les cas positifs soient plus que les cas de la guérison. Mais depuis que la pandémie a commencé aujourd'hui, vu le nombre, on devrait peut-être arriver aussi à 100 cas de guérison. Ça aurait pu être mieux. Jusqu'alors, on n'est que dans le vingtaine. C'est évident parce que dans d'autres pays, on remarque qu'il y a 200 peut-être cas déclarés positifs, mais la guérison c'est dans les centaines. Vraiment. Ça s'explique. Chez nous, il y a d'autres facteurs qui ont essayé un peu d'entraver la prise en charge au départ. Je crois que les molécules de chloroquine n'ont pas été bien disponibles au départ. Ça, c'est la première difficulté que l'équipe avait rencontrée. Mais au-delà de ça aussi, le départ n'a pas été très bien parce que la population avait une très mauvaise conception que c'était une pathologie créée, tout ça, ça n'existe pas. Vraiment. On a vu même des vidéos qui circulent, il y a certains malades de l'hôpital des cinquantenaires qui n'est pas malade, tout ça, il doit rentrer. Ce sont des facteurs, s'il n'y a pas une bonne collaboration, ça retarde même la guérison. Ce sont des facteurs. Et il y a aussi problème de gestion, les moyens n'ont pas été au préalable ou au début, il n'y a pas eu de montants conséquents qui ont été disponibilisés. On voit même les ministres parler de 1,8 million au départ, après on a ajouté 1 million, 2,8 millions. Mais par rapport au Grand Congo, par rapport à la ville-province de Kinshasa, 2,8 millions représente presque rien. Donc il y a des difficultés d'ordre financier, il y a des difficultés d'ordre médical. Et comment expliquer qu'en Europe, il y a plus de morts, il y a plus de cas, mais ici en Afrique, il y a moins de cas? Oui, c'est une observation. Et les études sont en train d'évoluer. Ce qui est vrai, il semblerait scientifiquement qu'il y a des facteurs qui essayent de d'épargner les Africains. Donc en Afrique, il y a un peu une diminution, pas une diminution, mais une progression qui est très lente. L'Afrique, c'est un continent béni. Pas tout à fait béni. Nous, en épidémiologie, on parle d'une progression arithmétique. Donc, il y a plus 10, plus 20, plus... Donc, il y a un facteur où on appelle la raison. C'est-à-dire, chaque jour, il y a peut-être 10 cas positifs ou 20 cas. Contrairement là-bas, la progression est géométrique. Ça se multiplie. Vous étiez aujourd'hui à 200, c'est demain 600, ainsi de suite. Alors, il y a des facteurs qui essayent d'épargner les Africains. On est en train de voir, parmi les facteurs, l'écosystème est évoqué. L'écosystème africain n'est pas favorable au développement du Covid. À l'extérieur d'abord, ça réduit d'abord la contamination, vu les températures, tout ça. Ce sont des facteurs qui protègent les Africains. Au-delà de ça, il y a des facteurs aussi génétiques. On a découvert aujourd'hui, il y a une enzyme qu'on appelle l'enzyme de conversion de l'angiotensine B. C'est une enzyme-là dont sa morphologie, on parle de... sa forme génétique varie d'une population à une autre. Et on remarque que chez les Africains, l'élément qu'on a, donc le type d'enzyme que nous avons, n'est pas propice au développement du Covid. Ce sont des facteurs qu'on a essayé d'évoquer. Au-delà de ça, les récentes découvertes viennent de montrer, c'est dit jamais vu, on a découvert dans l'analyse génétique du Covid un gène
du plasmodium qui cause la malaria. Et c'est ce gène-là qui exprime même la pathogénicité du Covid, c'est-à-dire le pouvoir des corona de présenter les symptômes est dû à ce gène. Ça veut dire chez nous en Afrique, du fait que nous prenons plus des antipalidéens, des antipalidiques, ça expliquerait aussi les retards de la flambée des cas. Comme ailleurs en Europe, le paludisme sont des pathologies très rares. Vraiment. Mais chez nous, c'est le quotidien. Chaque 2 mois, nous prenons les antipalidiques. Ça veut dire que cet élément aussi entre en ligne de compte dans des éléments qui essayent d'épargner l'Afrique. Récemment, l'Organisation mondiale de la santé avait appelé l'Afrique de se réveiller afin d'éviter le pire. Est-ce qu'on doit s'attendre au pire dans les jours à venir? Bon, moi je... Vu cette faible croissance de cette pandémie de Covid-19 en Afrique. Moi, je suis pessimiste. Je crois que l'Afrique n'aura pas le pire pour plusieurs raisons. Les raisons que j'ai évoquées, les raisons naturelles qui font que l'Afrique soit épargnée. Ce sont des éléments vraiment que moi je suis en train de voir parce qu'ailleurs, dans un mois déjà, les cas étaient dans le 100 000, 200 000. Vraiment. Contrairement chez nous, un mois on est dans le 300. Il faut féliciter quand même l'équipe au-delà des facteurs naturels que nous sommes en train de voir qui protègent l'Afrique. Mais il y a aussi un autre aspect que nous ne devons pas ignorer, c'est les sous-diagnostics. En Afrique, il y a un aspect sous-diagnostic, ça existe, là on ne peut pas refuser. Vraiment. Parce qu'il y a des gens qui sont peut-être Covid positifs, mais qui ne vont même pas à l'hôpital. Et du fait qu'il y a même 60 à 70% de malades qui guérissent d'eux-mêmes sans prendre des médicaments, ça renforce même qu'il y a des cas de sous-diagnostic qui passent inaperçus en Afrique. Revenons d'abord par rapport à la gestion de cette pandémie ici en République démocratique du Congo. Tout a été d'abord mal parti avec la communication du ministre de la Santé. C'est-on suivi le docteur Jean-Jacques Muyembe en rapport avec le vaccin. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas créer de la psychose chez la population congolaise? Bon, c'est aussi un facteur qui peut expliquer l'augmentation de la létalité de cette pandémie. C'est-à-dire si les choses sont très mal communiquées, ça crée une psychose, c'est-à-dire même l'anxiété chez les malades et ça déprime l'immunité. C'est-à-dire qu'il faut expliquer les gens ou les malades correctement de quoi il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, quand le ministre s'était prononcé, on a vu même des leaders politiques qui se sont dit non, ce sont des mensonges, ils sont en train de créer pour recevoir les financements. Vraiment. C'était d'abord, et la population s'est appréhendée ou s'est appropriée de cet aspect. Et la pathologie a été très mal conçue et très mal perçue par la population. Aujourd'hui même, tous les gestes barrières qu'on est en train de parler, et tout ça, non, il y a un petit financement. Qu'est-ce que la population conçoit? Donc, nous sommes dans une situation... Et dans ça, qu'est-ce que vous remarquez ou bien ce que vous reprochez exactement peut-être au gouvernement par rapport à tout ça? Bon, le gouvernement, ce qui est vrai au départ, la gestion n'a pas été à la hauteur. Mais aujourd'hui, la situation est très bien maîtrisée. Étant médecin, j'ai remarqué que sur le terrain, la situation est très bien maîtrisée. La communication est très bien passée. Tout le monde aujourd'hui, partout où il est au Congo, il reconnaît qu'il y a une pathologie qui s'appelle Covid-19. Là, c'est la première force que le gouvernement a démontrée. Aujourd'hui, on a vu le ministre présenter un stock important de la chloroquine et de l'azithromycine. Ce sont des éléments qui nous rassurent. La mise en place d'un comité qui fonctionne déjà sur le terrain, ce sont des éléments qui rassurent déjà que la prise en charge sera un peu à la hauteur. Il y a même des places qui sont déjà aménagées. On a remarqué que beaucoup de sites sont aménagés. Docteur, il y a des gens qui nous écrivent, qui nous appellent de partout. Chaque fois, il y a toujours les annonces. Nous sommes arrivés à tel cas, mais on ne sait pas où se trouvent réellement ces personnes. Bon, ça relève de la stratégie de l'équipe de riposte et de la déontologie médicale. Mais ailleurs, on voit les images, on voit quand même des vidéos, et pourquoi pas ici aussi en République démocratique du Congo? La culture n'est pas la même. La culture médicale congolaise n'est pas la même. Peut-être ailleurs, là où vous voyez les vidéos, les patients ont d'abord l'habitude de se faire consulter ou de se faire dépister d'eux-mêmes et de tenir des propos sensibilisateurs. Donc ceux qui sont malades, guéris, tout ça, ils tiennent à sensibiliser. Mais chez nous, le Covid... Et vous estimez qu'ici, ça peut poser problème? Non, ici déjà, ça fait un aspect de discrimination qui est plus élevé. Essayez de dire aux gens à la maison, bon, moi j'étais au quartier même, j'étais Covid-19 positif, mais aujourd'hui je suis guéri. Personne ne va s'approcher de vous. Ce sont des éléments que nous devons tenir en compte. Et si cet aspect aussi est négligé,
il y a des répercussions. Parce que ça semble être négligé. Les gens se disent, mais on ne voit pas ces personnes, on nous apprend seulement que non, il y a les gens qui sont atteints du Covid-19, il y a des cas, il y a des morts, il y a des guéris. Ça pose un peu de problème. C'est une bonne stratégie pour éviter la discrimination et permettre même ceux qui se sentent malades d'aller se faire consulter parce ils seront traités dans toute une discrétion bien assise là. C'est un élément fort. Malheureusement, la population croit qu'il s'agit de montage, tout ça. Nous sommes contre ça. La maladie existe bel et bien et il y a des gens qui décèdent. Mais pourquoi il y a une faible propagation de cette maladie? Parce que récemment, on a vu avec l'arrestation, la détention provisoire là, de Vital Kamerhe, lorsqu'il était convoqué au parquet de Matete, il y avait la foule immense, il y avait beaucoup de personnes. Lorsqu'on devrait remettre les cartes aux journalistes à l'hôtel de ville à la Gombe, il y avait de multitudes de personnes. Et pourquoi il n'y a pas plus la propagation de cette maladie? Non, bon, quand on essaye de voir dans les différentes manifestations, il y a des gens. Moi, je crois que ça, c'est la faiblesse du gouvernement. Normalement, on devrait avoir des répressions. Parce qu'ailleurs, on voit même les gens sans porter les masques, on arrête tout ça. Chez nous aussi, on doit aller un peu plus loin, voir comment mettre des méthodes de répression. Parce qu'on ne sait pas imaginer quelqu'un qui est appelé à la justice, il soit accompagné de 2000 personnes, 3000 personnes. Ce sont des facteurs qui ne sont pas très probants pour la lutte contre cette maladie. Mais ce qui est vrai, comme je l'ai dit, on imagine qu'il y a des facteurs qui protègent. Il y a des facteurs qui protègent. Même s'il y a aussi des manifestations, il y a des gestes barrières qu'on doit toujours respecter. Là, c'est un élément le plus important. Parce que dans 100% de la transmission, tous les gestes barrières n'ont pas la même proportion d'efficacité. Admettons, le port de masque protège à 60%. Vous verrez peut-être le lavage irrégulier des mains protège peut-être à 30%. La distanciation sociale protège peut-être à 5 ou 10%. Ce qui fait qu'on peut avoir un engouement, mais la transmission ne sera pas le plus possible par rapport à quelqu'un qui n'a pas porté le masque, par rapport à quelqu'un qui ne se lave pas les mains. Mesdames et messieurs, c'est l'émission Autour du savoir. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Dr Benjamin Peng, avec qui nous parlons de pandémie de Covid-19 qui fait rage d'ailleurs partout dans le monde. Docteur, aujourd'hui, il y a l'obligation de porter le masque. Et comment trouvez-vous cette décision? Est-ce que c'est une bonne décision? C'est une très bonne décision que moi-même j'ai prônée au départ parce qu'on a essayé de voir les études menées ailleurs. Le port de masque protégeait à 60%, donc ça réduisait de 60% la transmission. Bon, aujourd'hui, mais ailleurs, on donne ça gratuitement, mais ici, la population est censée d'acheter le masque de manière individuelle. Est-ce que c'est normal? Non, moi je crois qu'on ne peut pas tout comparer. Parce que si on arrive à tout comparer, c'est ce qui a amené même la réticence au niveau de la population sur les vaccins. Par exemple, en Europe, précisément dans des pays comme la France, où il y a 45% de la population n'aime pas la vaccination. Comme on veut tout comparer ou on veut tout copier, on a vu récemment il y a eu des polémiques autour de la vaccination et la population congolaise devient de plus en plus réticente. Ailleurs, il y a des moyens qui ont été disponibles. Tout dépend du budget. Aujourd'hui, nous savons que le pays vient d'un chaos où le système sanitaire était vraiment faible. Aujourd'hui, on voit quand même des actions qui sont petit à petit menées pour qu'on arrive à atteindre un certain niveau. Je crois que le masque ne coûte pas grand-chose. Ça coûte 500 francs. Et moi, je me dis, quelqu'un qui se promène peut-être, où il paye un transport de 2000 francs, mais il peut manquer 500 francs pour le masque. Je trouve que c'est vraiment paradoxal. Mais je sais, j'ai écouté le gouverneur qui a dit il y a un stock qui sera disponible pour les démunis, hein, la population la plus basse possible. Il y aura un stock qui sera disponible. Mais comment on saura identifier cette population, les démunis? Non, le problème, cette catégorie de personnes. Non, le problème serait consciemment d'abord, si on est Congolais, on doit privilégier le pays. On sait que bon, moi je suis capable d'avoir 2 ou 3 masques de mon argent, mais je laisse ceux qui ne l'ont pas. Et les dons, on a pour les gars, il y a des dons par-ci par-là. Et c'est passé où au fait? Bon, l'argent qu'on dit, moi j'ai essayé de travailler avec ces organismes. Parce que moi-même, j'ai suivi hier, les États-Unis d'Amérique d'ailleurs a renouvelé. Nous sommes déjà à 14 millions. Non, le problème quand on dit 14 millions, ça ne veut pas dire on vient vous donner 14 millions du coup. Non, c'est progressif. Et ils ont fait un bilan peut-être de 2 ans. Ils ont dit, bon, par rapport à notre contexte, nous allons nous battre contre le Covid pendant 2 ans.
Et les 14 millions seront divisés pendant les 2 ans, vous donne progressivement au fur et à mesure vous avancez. Même quand on a laissé attendre, l'OMS a envoyé 47 millions, on n'a pas remis 47 millions. C'est progressif. Des fois on vous dit 47 millions, mais on vous donne d'abord 500 000. Mais le besoin est très important. Mais au moins même dans le pays là, on devrait même instaurer au moins donner le masque gratuit à tout le monde. Ça aurait être la meilleure des choses. Mais quand il fallait qu'on fasse un calcul. Ici on dit le masque coûte $1 par exemple ou 0,5 $. La République démocratique du Congo aujourd'hui estimons à 100 millions d'habitants. Bien, toutes les provinces ne sont pas touchées. Non, bon, mais la prévention doit aller sur tout le temps. N'imaginez pas seulement que l'argent est concentré pour la ville-province de Kinshasa, non. Il y a des stocks de médicaments qui sont partis dans toutes les provinces. Chez moi, j'ai vu l'image, le gouverneur réceptionner un stock. Au nord Ubangi, j'ai vu les images. Donc on voit la gestion globale, ne voyons pas seulement Kinshasa comme voilà. Et si on essaie de faire ce calcul, vous verrez que donner le masque pour toute l'étendue de la République avec 100 millions qui coûte 0,50, c'est 50 millions de dollars qui seront dispensés pour remettre à chacun un seul masque. 50 millions de dollars. Si bien que ces masques-là seront renouvelables. Donc, chaque semaine, il faut 50 millions. C'est impossible. Là, n'allons pas chercher. Là, maintenant aussi, la population est dans un dilemme compliqué parce que si le masque, normalement, c'est pour 3 heures à 4 heures du temps. Donc, on est censé de renouveler chaque fois par jour au moins 3-4 masques. Vous voyez pas? Non. Il y a des masques à usage unique. Et nous, on utilise surtout en médecine. Mais il y a des masques à tissu dur, comme celui-ci. C'est un masque qui peut être réutilisé dans des conditions hygiéniques. C'est le mien, j'utilise. Je les ai peut-être 2 ou 3 à la maison. Après, je lave, on repasse, tout ça. Je réutilise. Donc, on peut se contacter de nos méthodes. On doit contextualiser la situation. Donc, chez nous, moi, je peux préconiser peut-être la fabrication par nos tailleurs ici de masques en tissu. Et là, peut-être chacun a son masque, 2 ou 3, et il fait l'hygiène comme nous faisons pour certains types d'habits. Et est-ce que ça ne va pas créer un peu du désordre au fait parce que lorsque la police voudra mettre la main sur des gens qui n'ont pas porté de masque, vous voyez ce que ça peut produire? Bon, est-ce que les gouvernements, côté là, vous ne voyez pas qu'il y a un désordre déjà qui se prévoit? Non, c'est que moi j'ai compris, au départ le gouverneur a dit qu'il n'y aura pas des arrestations, on donne un délai. Et si on dit, bon, dans 7 jours, tout le monde doit tout faire pour avoir 500 francs ou 1000 francs, moi je crois que c'est raisonnable. Il y a un délai qu'on a donné. On attend peut-être dans 10 jours, là ça pourrait devenir maintenant obligatoire. Et c'est normal, ça ne va pas créer des désordres. C'est nous qui est respectueux. Nous sommes dans une situation où ce que nous devons mettre à la première disposition, c'est la discipline. Nous devons être disciplinés. On ne vit qu'une seule fois, la vie n'a pas de brouillon. Vraiment, on vit qu'une seule fois, la vie n'a pas de brouillon. Mesdames et messieurs, c'est l'émission Autour du savoir. Nous parlons de la gestion du Covid-19 en République démocratique du Congo avec Dr Benjamin Pengue sur ces plateaux de Safety Télévision. Je tiens à signaler, il est également ancien candidat gouverneur de Sidou pour les comptes de UDPS. Docteur Benjamin, aujourd'hui, quel est votre message par rapport à cette pandémie de Covid-19 à la population congolaise? Tu doutes encore de cette maladie ici en République démocratique du Congo? Le premier message est que la maladie existe bel et bien partout dans le monde. Notre pays n'est pas épargné. Le deuxième élément que moi je peux rassurer la population, il y a une équipe qui est mise en place qui est en train de travailler matin, midi, soir pour épargner le pire dans notre pays. Le troisième élément, c'est la discipline que moi je vais demander à la population, d'être discipliné, de respecter les mesures barrières. Donc les gestes barrières doivent être intériorisés par la population et le respect intégral de mesures prises par le président de la République. Avec tous ces éléments mis ensemble, avec le professionnalisme de l'équipe de riposte, nous allons rapidement éradiquer la pandémie et la population pourrait reprendre ses habitudes ou ses activités quotidiennes dans les bonnes formes. Mesdames et messieurs, si vous voulez nous rejoindre dans cette émission, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez toutefois nous écrire et nous allons répondre à toutes vos préoccupations. Docteur, en étant politique aujourd'hui, apparemment, les politiciens ont oublié leur base aujourd'hui.
Parce que pendant la campagne, ils viennent et non, votez-moi, ils donnent des polos et tout comme ça. Mais aujourd'hui, ce qui touche à la santé, il n'y a pas de politiciens qui font des dons, des cadeaux et tout comme ça. Bon, quand vous dites ça, moi je suis contre parce que je suis en train de voir les gens qui font des dons. Je vis le vice-ministre de la Justice. Il a envoyé un stock important de médicaments. Non, mais on essaye de généraliser au fait. S'il y a une partie, il y a des gens de bonne foi quand même qui ont posé certaines bonnes actions, mais on essaie un peu de généraliser. Bon, c'est ce que moi j'ai dit de façon générale. Il y a des gens qui posent des actes. Moi, je vis des gens distribuer des cantines, des lave-mains, tout ça. Il y a même un honorable de notre côté là-bas, il distribue aujourd'hui les masques. Ce sont des actes que nous devons d'abord saluer. Il y a des gens qui font, mais il y a aussi des autres qui ne font pas. Mais moi, je me dis, dire que bon, nous devons dépasser ces coutumes là où ces habitudes, là où il faut voter quelqu'un parce qu'il a donné le polo, il a donné quelque chose. La population doit arriver à oublier. On doit voter des gens selon le profil, selon une carrière, selon un certain groupe de critères. Mais il faut mettre de côté, il m'avait donné ça et moi je ne suis pas pour ça. Aujourd'hui, bientôt là, c'est le déconfinement de la commune de la Gombe. Et quelle serait maintenant la suite? Il y aura... Parce qu'on a dit qu'il n'y aura pas de confinement de d'autres communes, mais on doit toutefois respecter le mesure. Mais est-ce que la population ne sera pas exposée? Bon, on s'imaginait que la commune de la Gombe était l'épicentre. Et vous verrez que quand on a confiné la commune de la Gombe, les diagnostics s'est passé plus dans d'autres communes. Donc il y avait des cas peut-être qui n'étaient pas diagnostiqués aujourd'hui avec le confinement de la ville de la commune. On a essayé de répertorier tous les cas et ailleurs il y a eu des cas. Bon, on ne saura pas confiner aussi la population éternellement, non. Dès qu'ils finissent ce qu'ils sont en train de faire, je crois que c'est l'équipe qui va évaluer d'abord. Ils vont évaluer si réellement il y a eu le confinement a apporté quelque chose, parce qu'ils vont évaluer. Si réellement le confinement a apporté quelque chose, ils peuvent continuer ou aller progressivement. Mais personnellement, moi je souhaite que si les moyens sont réunis, on ne peut que confiner toute la ville. Peut-être pendant 2 semaines ou 3 semaines, c'est possible. Tout dépend des moyens disponibles. On peut confiner la ville. On va essayer de déployer les équipes sur toute l'étendue de la ville. On récupère ceux qui sont malades, on pose les diagnostics, on les isole, on les traite. Et là, la population peut directement sortir. Mais ce sont des stratégies où il faut des moyens bien réunis. Mesdames et messieurs, comprenez, la télé, c'est le temps. Petit à petit, nous chutons vers la fin de cette émission. Docteur, aujourd'hui, le confinement peut prendre combien de temps ou c'est quand la fin déjà? Normalement, un confinement d'abord a un objectif. Le premier objectif du confinement, c'est empêcher l'exposition. Ça, c'est le premier objectif. Vraiment. Aussi longtemps que la maladie continue, le confinement aussi doit être perpétuel. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième objectif du confinement, c'est que dès que les gens sont confinés à la maison, on peut facilement identifier ceux qui sont malades et on peut les isoler. Et de là, on peut faire aussi l'analyse des cas contacts. Bon, à la maison, on a découvert qu'il y avait quelqu'un qui était positif. Tous ceux qui étaient à la maison, dans la même concession, dans la même parcelle, on suppose qu'ils sont aussi des cas positifs et on essaie de diagnostiquer ceux qui sont malades, ils sont isolés. Et après, on aura vraiment à cartographier qui sont malades, qui ne le sont pas. On traite, ça c'est l'objectif du confinement. Mais si ces objectifs-là ne sont pas atteints, moi je crois que ce n'est pas prudent de lever la mesure de confinement. Vous n'êtes pas juriste, mais je vous pose quand même cette question. Par rapport au président de la République, l'ordonnance est en rapport avec l'état d'urgence sanitaire. Ça sera prolongé ou comment? Bon, moi je crois parce que bientôt c'est la fin. Je crois l'urgence sanitaire a été décrétée par le président de la République. Qui tend vers la fin. Nous savions que dans la Constitution, il y a eu des dispositions qui disent que bon voilà, avant la fin, il faut renouveler tout ça. Mais les contextes dans notre pays où le contexte de l'urgence est sanitaire. Et quel type de l'urgence sanitaire? D'une pathologie dont la transmission est la plus élevée possible. Moi je me dis, ce qu'on peut faire aujourd'hui, nous avons nos lois, mais nous avons une situation qui semblerait être plus forte que nos lois. Et ce que l'équipe de riposte dit aujourd'hui, ce n'est pas prudent de déconfiner la ville. Nous devons continuer, on doit prolonger. Parce que entre reprendre les activités et mourir ou perdre
50% de la population d'être à la maison peut-être pendant 1 mois ou 2 mois. On a vu même en Chine, la Chine a été confinée pendant de longs moments. Dans d'autres pays, le confinement aujourd'hui en France, on a prolongé encore 3 semaines, tout ça. Donc il faudrait qu'il y ait congrès. En fait. Le problème du congrès, c'est purement juridique, mais moi je me dis, n'étant pas juriste, c'est que moi je suis en train de préconiser qu'il y ait congrès ou pas, qu'on essaye de prolonger même de 1 mois encore, le temps de voir à quel niveau on peut déconfiner. C'est l'équipe de riposte qui va nous dire que bon, aujourd'hui la situation est maîtrisée. On va passer peut-être de 20 cas par jour à 1 cas ou 0 cas par jour. Peut-être vous faites une semaine 100 cas. Là, on peut arriver à déconfiner. Le problème du congrès, c'est purement juridique. On a écouté des gens faire des sorties médiatiques. La Cour a parlé, la Cour qui est constitutionnelle, la dernière Cour, où on ne peut plus faire recours, a parlé. Moi, je crois que le problème est là, est déjà résolu. Le congrès n'a pas sa place. Ce qu'on peut faire, la loi portant prolongement là, peut être votée séparément dans les 2 chambres du Parlement. Mais le problème aussi qui se pose, les gens croient que bon voilà, on a désinfecté le palais du peuple, c'est accessible pour nous. Moi je dis non. La contamination sera centripète, c'est-à-dire ça viendra de l'extérieur. On peut décontaminer la salle, bien sûr. Mais le jour-là, vous réunissez 700 personnes. Parce qu'il y aura le Parlement qui a 500 avec des assistants, au niveau du Sénat, 100 avec des assistants, tout ça, l'équipe technique, tout. Vous verrez qu'il y aura 1000 personnes, on ne saura pas contrôler. Et on peut s'étonner, peut-être la population pourrait s'étonner, 50% des parlementaires sont infectés. Et vous, aujourd'hui, en tant que médecin, il y a ceux qui acquisent l'INRB, les numéros qu'on a donnés pour appeler au cas où il y a une maladie à la maison, ça ne passe pas. Qu'est-ce que vous dites? Non, le problème, on n'a pas bien expliqué la population. Au départ, il y avait peut-être, on parlait de la capacité de réception, c'était 10 personnes. Mais à la longue, aujourd'hui, on nous a parlé de 34 déjà. Mais prends un peu 34 personnes qui sont là pour réceptionner 90 millions de Congolais, parce qu'on appelle de partout. Vraiment. À l'intérieur, il y a des gens qui veulent appeler seulement pour se renseigner. C'est quoi les Covid, tout ça. Mais 34 personnes pour recevoir les appels de 80 millions de Congolais. Moi, j'ai essayé, ça passe. Il faut être patient. Si ça ne passe pas, vous réessayez. Il y a un moment où on va vous recevoir. C'est que nous souhaitons qu'au fur et à mesure, les moyens sont disponibles. Je crois qu'on va aller même à 50 000 personnes qui sont disponibles pour nous recevoir. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin, chers fidèles téléspectateurs. C'était l'émission Autour du Savoir et c'est un honneur et un réel plaisir pour nous de recevoir sur ces plateaux des Safety Télévision Dr Benjamin Pingue, qui est médecin et en même temps membre de l'UDPS, un ancien candidat gouverneur de la ville-province de Sidou-Bangui. On a parlé de la gestion de Covid-19, on a parlé de mesures préventives et je profite de l'occasion au travers de cette émission de lancer un appel patriotique à mes chers frères et sœurs, mes compatriotes, de respecter toutes les mesures préventives en rapport avec cette maladie. C'est une réalité, cette maladie est tellement mortelle, alors respectons les mesures préventives, c'est la meilleure des choses. Nous sommes arrivés à la fin, j'ai dit un grand merci à toute l'équipe technique, à la grande famille des Safety, merci à la coordonnatrice Madame Myriam Balanga, merci au directeur de programme Monsieur Christian Ali, merci à The King, merci à tous les caméramans, merci à la grande famille AGC Emmanuel Mbungu, merci à toi et merci à Trésor Ibanga, le grand manager. Portez-vous bien, à la prochaine. Oui.